H-18. Destination inconnue. Secret militaire. Voici la plus grande expédition qui ait jamais quitté les côtes des États-Unis. Elle est menée sous le pavillon de la marine américaine. Au sud de l'Angleterre, à 6400 km, un convoi encore plus important, 2 fois plus important, fait mouvement à travers les mers, protégé par cette grande machine qu'est la marine britannique. Les destroyers ferment la marche. Les croiseurs protègent les flancs. Au-delà de l'horizon, les cuirassés. Du pont des porte-avions et depuis la côte, les avions de l'aviation embarqués et les patrouilles côtières de l'aéronavale contrôlent l'espace aérien et sondent les mers. Au sud, ils forment un véritable bouclier. À l'est et au nord-est, le convoi américain. Au sud et à l'ouest, les Britanniques. Depuis la création du monde, jamais les eaux n'ont été troublées par une telle armada. C'est la conséquence d'une opération combinée qui commença 4 mois plus tôt à Washington. L'heure est grave. Le président des États-Unis accueille le Premier ministre britannique. À la Maison-Blanche, cette nuit-là, les lumières ne se sont pas éteintes. Les 2 dirigeants ont réuni leur chef d'état-major. Les participants à cette conférence secrète, civils et militaires, mettent au point un plan d'attaque. 2 offensives de l'Axe se dirigent en effet vers l'Est. Au nord, une armée allemande se ferait un chemin à travers l'Ukraine, vers le Caucase. Au sud, Rommel avance vers la frontière égyptienne. Il est à craindre que les 2 armées opèrent une jonction en Iran, puis se dirigent vers l'Inde. En Orient, le Japon occupe les côtes de Chine, la Malaisie et la Birmanie et projette d'envahir l'Inde par l'ouest. Si les forces allemandes et les forces japonaises arrivent à se rejoindre, la Russie et la Chine seront complètement isolées, hormis quelques ports lointains de l'Arctique. Les peuples d'Europe, d'Asie et d'Afrique, représentant les 9/10 de la population mondiale, seraient alors asservis. Au petit matin, une décision est prise, audacieuse et révolutionnaire à la fois. Audacieuse parce qu'alors que les choses vont plutôt mal, les Alliés vont passer à l'offensive. Et révolutionnaire parce que cette offensive est conçue, planifiée et mise en œuvre par 2 nations. L'heure et l'endroit sont décidés. Le nom de code de l'opération est Acrobat. Les 2 éléments essentiels sont la rapidité et le secret. 120 jours pour préparer et déclencher une offensive depuis des positions que 5000 km séparent. Une opération qui engage des centaines de milliers de soldats et marins américains et britanniques. Des millions de travailleurs, hommes et femmes, américains et britanniques. C'est seulement en unissant leurs efforts que le plan peut devenir réalité. À condition que celui-ci reste secret. Quelques dizaines d'hommes, pas plus, connaissent la totalité du plan de cette immense opération combinée. À Londres et à Washington, des officiers britanniques et américains sont installés dans des bureaux où, côte à côte, ils vont travailler ensemble à la tâche qui leur est impartie. Peu à peu, ils vont apprendre à mieux se connaître et à se respecter. Ainsi, l'armée alliée va naître de cet échange. Heure par heure, ces hommes reçoivent les nouvelles de cette immense entreprise à haut risque qui s'élabore à une vitesse folle. Une véritable course contre la montre prend le départ.
Aux États-Unis, des hommes et des matériels sont acheminés vers la côte atlantique. En Angleterre, par la route et par le train, l'armée, elle aussi, est en marche. Nuit et jour, les dockers travaillent. Ils battent tous les records de tonnage embarqué. Pour chaque soldat britannique ou américain, 10 tonnes de matériel. Des deux côtés de l'Atlantique, l'effort est considérable. Armes, camions, avions, réserves d'essence, d'eau, de nourriture, barbelés, locomotives. Pour ne mentionner que les munitions, plus de 500 sortes différentes ont été embarquées. Et chaque cargaison est partie à temps, secrètement. Le convoi venu d'Amérique se dirige vers l'est, celui parti d'Angleterre vers le sud. À un endroit donné, à l'ouest de Gibraltar, le convoi britannique se divisera en deux. Pendant 12 heures, les deux moitiés avanceront dans des directions opposées. Puis, la seconde moitié fera demi-tour et suivra la première, passant Gibraltar 24 heures après elle. Ainsi, avec une précision d'horloger, l'opération conjointe commencera par des débarquements simultanés à Casablanca, Oran, Alger. Casablanca pour assurer une protection contre une attaque de l'Axe pouvant venir du Maroc espagnol, Oran et Alger pour y établir des bases sûres depuis lesquelles les Alliés pourront progresser vers l'Est. Puis, occupation de la Tunisie afin de couper la ligne d'approvisionnement de Rommel au-dessus de la Méditerranée. Ensuite, prise en tenaille et destruction de l'Africa Corps de Rommel par les forces alliées à celles de la 8e armée britannique de Montgomery.
Une des pinces de l'axe sera alors coupée et les sources de ravitaillement par le cap de Bonne-Espérance diminuées de moitié grâce au contrôle de la Méditerranée. Il sera alors possible, depuis l'Afrique du Nord, d'attaquer le cœur de la citadelle de l'Axe. C'étaient là les principaux objectifs du plan Acrobate. Dans les deux convois, les hommes gardaient le moral, ne sachant pas ce que l'on attendait d'eux. Pour la plupart, ce voyage était une expérience nouvelle. Ils n'avaient jamais été aussi loin de chez eux. L'offensive de la 8e armée n'était qu'une phase d'une stratégie plus large, comprenant entre autres les bombardements de Gênes, Naples, Turin. Les bombardements des usines qui fabriquent les chars de Rommel. Tout cela fait partie du plan Acrobate et l'ennemi n'en sait toujours rien. Rien, alors que le sous-marin transportant le général Clark s'approche de Cherchell sur la côte algérienne. Clark doit rencontrer les conjurés français qui doivent faciliter le débarquement. Rien sur l'arrivée à Gibraltar du général Eisenhower, où il est rejoint par le général Giraud qui a quitté secrètement la France par sous-marin. L'ennemi ne saura rien jusqu'à la dernière minute, alors que la première moitié du convoi britannique passe devant la forteresse de Gibraltar. L'armada traverse de nuit le détroit. L'heure a été soigneusement choisie, car ici, dans ces eaux étroites, une attaque est à redouter. Sur les bateaux et sur le rocher, tout le monde est aux aguets. Pourtant, le convoi passe sans encombre. C'est comme si, à cet instant, l'épée de l'ennemi lui était tombée des mains par indécision. Cette fois-ci, c'est à Rome et à Berlin que les lumières restent allumées. Pour la première fois depuis le début de la guerre, quelqu'un d'autre mène la danse. Mais avant que l'ennemi ait pu rassembler ses esprits et ses forces, les bateaux ont pris position au large de leurs objectifs. Des actions planifiées depuis 4 mois sont sur le point d'aboutir. Le convoi d'Amérique arrive en vue de Casablanca, à la tête des troupes leur commandant le général Patton. Soldats et marins, on ne sait pas si l'armée française d'Afrique empêchera le débarquement. Mais toute résistance, d'où qu'elle provienne, doit être anéantie. Ceci dit, si des soldats français se rendent, acceptez et traitez-les avec respect, en adversaires courageux et futurs alliés. Souvenez-vous, les Français ne sont ni des nazis, ni des Japonais. 8 novembre 1942, consigne du jour. Les mots « play ball » transmis par le commandant du corps expéditionnaire signifient que toutes les forces doivent passer à l'offensive. Un projecteur tourné vers le ciel signifie que les Français acceptent les conditions des Alliés. Heure H, depuis l'Amérique, première radiodiffusion sur ondes courtes, nous ne voulons pas vos terres, nous combattons notre ennemi commun. Depuis Londres, le général de Gaulle, ne résistez pas. Depuis Gibraltar, le général Giraud, nous accueillons les Alliés sur le territoire français. Comment seront reçues ces paroles ? Play ball. La bataille a commencé à Casablanca. Entre-temps, à Alger, les barges de débarquement sont prises sous le feu des batteries françaises, mais les vaisseaux de la marine britannique réduisent ces dernières au silence.
Une fois encore, il est demandé aux troupes françaises sur le rivage de manifester leur soutien en tournant le faisceau de leurs projecteurs vers le ciel. Très vite, ça et là, le long de la côte, des projecteurs pointent dans la nuit. À l'aube, les avions de combat dotés de réservoirs supplémentaires décollent de Gibraltar, sans même attendre de savoir si les terrains d'aviation à Alger ont été pris. À 7 heures du matin, Alger ne résiste plus. Les troupes britanniques et américaines ont débarqué à l'est et à l'ouest de la ville. Elles ont pénétré à une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres et ont pris pied sur les hauteurs. À Alger, en ce 8 novembre mémorable, se trouve l'amiral Darlan, successeur désigné du maréchal Pétain. Après avoir consulté l'amiral, le commandement français donne l'ordre de cesser le feu. Au même moment, à Oran, les parachutistes et l'infanterie transportés en avion à 2400 km de l'Angleterre ont atterri, avec mission de prendre les terrains d'aviation, tandis que les troupes américaines débarquent sur les plages, appuyées par la marine britannique. Ici, comme à Alger, la bataille ne dure que quelques heures. Mais à Casablanca, les combats font rage. Les batteries côtières et les canons des bâtiments français, dont ceux du cuirassé Jean Bart, crachent un feu meurtrier. Des canons des navires américains et des attaques aériennes les réduisent au silence. Au nord et au sud de Casablanca, quittant les plages pour l'intérieur des terres, des troupes de choc coupent les lignes de chemin de fer et toutes les voies de communication avant de converger vers la ville. Deux jours plus tard, les Allemands envahissent la zone française libre. L'amiral Darlan ordonne alors l'arrêt des combats contre les forces américaines et leurs alliés. Preuve supplémentaire de la surprise provoquée par le débarquement, les commissions d'armistice allemandes sont capturées dans chaque ville. Leur mission, dépouiller l'Afrique du Nord de ses matières premières et de ses produits fermiers. La population n'est pas fâchée de les voir partir. Dès lors, tout va très vite. Le général Anderson arrive à Alger et prend le commandement de la première armée britannique. Le général Giraud prend le commandement des forces françaises en Afrique. Le général Juin, celui du détachement d'armée française en Tunisie. Une fois de plus, le drapeau tricolore, la bannière étoilée et l'Union Jack flottent côte à côte. Mais l'ennemi n'a pas perdu de temps. Par mer et par air, il déverse hommes et matériel à Tunis et à Bizerte.
Malgré cela, la décision est prise de partir en campagne sur le champ avec l'espoir de s'emparer de ces deux villes avant que l'ennemi ne se renforce. C'est une décision audacieuse car la première armée britannique est en cours d'organisation. Et il faut conserver une grande partie des forces américaines au Maroc pour défendre le territoire chérifien. Les Alliés partent avec d'autres handicaps. Les routes sont en mauvais état. Les chemins de fer insuffisants. De l'autre côté des zones montagneuses tunisiennes, l'ennemi dispose de sources d'approvisionnement proches en Sicile et en Sardaigne. Celles des Alliés, depuis la base improvisée d'Alger, sont 4 fois plus éloignées. Encore plus important, les terrains d'atterrissage en aval font défaut, tandis que l'ennemi peut trouver en Tunisie tous les aérodromes permanents dont il a besoin. Enfin, en moins d'un mois, le climat va changer. En ces derniers jours d'automne, les maigres forces alliées pourront-elles remporter un succès éclair contre un ennemi bien plus fort? Avec une immense énergie, l'entreprise va être tentée. Progresse, par la route, l'infanterie alliée, les chars et l'artillerie. Par voie ferrée, les hommes du général Juin avec des mules pour le transport en montagne. Par avion, les parachutistes britanniques et américains avec mission de s'emparer de terrains propices à l'atterrissage et autres positions clés. « 480 km plus à l'est, à seulement 100 km de la frontière tunisienne, les commandos débarquent à Beaune. Là, le terrain d'aviation pris par les parachutistes est déjà sous le feu de la Luftwaffe. C'est l'unique terrain d'atterrissage permanent et il sera nécessaire de le défendre à plusieurs reprises. En 3 colonnes, les troupes avancent vers Tunis et Bizerte. Et l'ennemi continue à entrer en masse en Afrique. 1000 hommes par jour à la mi-novembre. Parmi eux, le redoutable maréchal Kesselring, commandant en chef en Méditerranée, et la 10e Panzer. Le 18 novembre, 10 jours après le débarquement à Alger, les troupes alliées ont traversé la frontière tunisienne. Les escarmouches sont fréquentes. Les Alliés progressent toujours plus loin. L'ensemble des unités françaises, britanniques et américaines gagnent du terrain en combattant à la fois l'état des routes et les Allemands. Le 22 novembre, ils sont chassés de Béja, à 100 km de Tunis. À 50 km, les Français du général Barré tiennent Medjez el Bab face aux Allemands. Les Français, bien que ne disposant pas d'armes lourdes, se battent avec acharnement. Le général Anderson se porte à leur secours. Ensemble, Français et Britanniques tiennent Medjez, désormais un point clé, et forcent finalement les Allemands, après maints combats, à se retirer. Mais les Alliés sont de plus en plus exposés aux tirs des chars et des avions ennemis. Le 25 novembre, les Britanniques entament une offensive directe pour rejeter les forces de l'Axe à la mer. La première vraie attaque de chars a lieu. « 15 chars ennemis sont détruits, les autres se retirent. L'avance vers Tunis et Bizerte se poursuit. Une véritable course contre la montre et le climat. À 80 km de Bizerte. 70, 60. Les renforts n'arrivent qu'au compte-gouttes et le ravitaillement pose des problèmes.
50 km de Bizerte. 30 km, 28 km de Tunis, 25, 23. Depuis les collines, les patrouilles aperçoivent la ville, mais les contre-attaques ennemies s'amplifient. Les bombardements aériens font des ravages. Les approvisionnements s'épuisent. Les pertes sont de plus en plus lourdes. Même si l'objectif est proche, les hommes sont exténués. Cette aventure risquée se solde par un échec. Les Alliés se replient dans les collines. Mais alors qu'ils se retirent pour reprendre des forces, ils trouvent devant eux un nouvel ennemi. L'hiver. Les terrains d'aviation si rapidement improvisés sont inondés et les avions ne peuvent plus décoller. Les routes coulent comme des torrents. Les chars sont immobilisés. Tout espoir d'une victoire rapide est englouti dans une mer de boue. Mais la course pour Tunis et Bizerte n'a pas été vaine. La ligne de front va maintenant de Tozeur à Medjez El Bab par Ousseltia, Faïd, Maknassi et Gafsa. Elle s'étire le long des crêtes de montagne, connues sous le nom de dorsales, séparant les plaines côtières occupées par les Allemands des régions montagneuses à l'ouest. Des attaques ennemies sont à redouter sur les passes qui traversent la grande dorsale. Et en effet, durant tout l'hiver, notamment en janvier 1943, les Allemands lancent de fréquentes attaques, parfois couronnées de succès. Dans le monde à l'époque, cette période était considérée comme un moment d'inactivité militaire. Une période durant laquelle les troupes alliées ont subi à peu près la moitié des pertes totales de toute la campagne d'Afrique du Nord. Et oui, alors que vous lisez dans vos journaux le mot « répit », songez que George Metcalfe, dans la sacrée infanterie, n'en a jamais eu. Toutes les nuits, on est de garde ou de patrouille dans les collines et les bois. Et on repart avec des boissons chaudes, des mitraillettes et quelques grenades à main. Si nous avons de la chance, on dégotera quelques boches et on en fera prisonnier. Le vieux Fred Parker, c'est le meilleur. Il était braconnier. L'art du combat, ça lui vient naturellement au vieux Fred. Quand on rentre, on est tellement sale que vous ne pourriez deviner si nous sommes des hommes ou des paquets de boue ambulants. On s'est ramassé la moitié de la boue de la Tunisie en rentrant ce matin. On a à peine le temps de la gratter qu'il faut déjà repartir le soir pour se ramasser l'autre moitié. C'est la belle vie. On pourrait croire que la boue africaine serait différente de la française par exemple. Le copain français dit qu'elle pèse plus ici, mais moi, vu le mal que ça donne, je vois pas de différence. La boue rend le pain blanc-marron comme tout le reste. Tenir son arme nickel, ça c'est le pire. Le vieux Fred Dune, il lui reste que la moitié de son pan de chemise. Mais une chose qui nous sauve, c'est les mulets. Oui, les mulets. S'ils n'étaient pas là, on crèverait de faim. Pas parce qu'on les mange, non. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais ils nous apportent des vivres. Seuls les mulets et les aigles arrivent jusqu'ici. Des kilomètres de boue, de la boue, c'est tout. J'ai dit à ma copine que je me collerais à elle, comme la boue. C'est un sacré engagement.
Dès que les terrains étaient suffisamment secs, les avions décollaient pour attaquer la Luftwaffe. Bien qu'ils soient inférieurs en nombre, en 4 semaines, ils ont abattu 241 avions ennemis contre une perte de 89 pour les Alliés. À l'arrière, jour après jour, les forces aériennes stratégiques décollent pour réduire l'effort de guerre ennemi à néant. Les bombardiers détruisent les bases ennemies en Italie. En Sardaigne, en Sicile. Mais sur Terre, aucune offensive ne peut être lancée avant le printemps. En attendant, de chaque côté de la grande dorsale, les armements s'accumulent. De part et d'autre, les hommes se préparent à l'affrontement. Du côté allemand, les lignes d'approvisionnement sont moins longues que celles des Alliés. Le long de cette chaîne de montage mondial opèrent les usines d'Amérique et d'Angleterre, de Birmingham, de Détroit, de Manchester, de Los Angeles, de Leeds, de Pittsburgh. Des vieux trains sont montés sur place, chargés de fret, puis envoyés à leur destinataire. L'Atlantique Sud devient une route aérienne autant que maritime. Du Brésil, des vols de P-38 équipés de réservoirs supplémentaires sont lancés par-delà l'océan. Chaque vol est conduit, dirigé et protégé par une forteresse volante. Des avions amenés par bateau d'Angleterre et assemblés à Gibraltar sont dirigés vers la Tunisie. Presque 1500 avions arrivent au front par cette voie. Menant au front, le génie construit des routes là où rien n'existait auparavant. Des avions cargo atterrissent sur des terrains à moitié terminés, livrant des cargaisons de matériel. Les stocks s'accumulent. La Tunisie sera le théâtre d'une campagne majeure, une campagne qui se déroulera là où Scipion et Hannibal se sont combattus, où déjà 3 fois dans l'histoire, de grandes armées ont été détruites entre les montagnes et la mer. Ces collines et ces plaines sont une fois encore le décor de durs combats. Mais aujourd'hui, le bruit fracassant de l'artillerie a remplacé le barrissement des éléphants. Ce n'est pas un empire qui est en jeu, mais une façon de vivre. Un dimanche, en plein mois de janvier, on traînait. On écoutait les nouvelles de chez nous. On sonne le rassemblement. Ils nous disent de faire briller les cuivres et de cirer les cuirs. Il y en a qui ont dit « Et alors ?» Eh bien, on a su. Et ça m'a vraiment pris de court. C'était le président lui-même, dans une Jeep.
Et quand on a vu M. Churchill arriver sans son cigare, on savait que ça allait chauffer. Dans un petit hôtel au bord de la mer, à Anfa, au Maroc, la discussion démarre immédiatement. Le but, planifier la victoire en Afrique et au-delà. D'abord, une rencontre entre le général de Gaulle et le général Giraud. Ce dernier, après l'assassinat de l'amiral Darlan, un mois plus tôt, a pris le titre de commandant civil et militaire. Les deux généraux se réconcilient, du moins en apparence, mais très rapidement, de Gaulle évincera Giraud. Ensuite, un commandement unique pour la campagne de Tunisie est créé. Les troupes alliées présentes sont majoritairement britanniques. Mais d'un commun accord, c'est le général Eisenhower qui commande, avec 3 officiers britanniques sous ses ordres. Le général Alexander pour les forces terrestres, l'amiral Cunningham pour la marine et le général Tedder pour l'armée de l'air. Sous leurs ordres, des officiers et des soldats britanniques, américains et français, côte à côte, une campagne militaire unique. Finalement, les conditions de la cessation des combats sont précisées, la capitulation inconditionnelle. Les alliés russes et chinois sont informés de toutes ces décisions au fur et à mesure. La conférence terminée, M. Churchill s'envole pour Tripoli afin d'accueillir la 8e armée victorieuse et lui expliquer le rôle essentiel qu'elle aura à jouer dans les prochains jours. L'ordre de bataille est le suivant. Au nord, la première armée du général Anderson, composée du 5e corps d'armée du général Alfry et du 19e corps d'armée français du général Kultz. Au sud, le 2e corps d'armée américain du général Fredendall et la 8e armée du général Montgomery qui fait face à la ligne Marette. Montgomery dispose d'une unité française commandée par le général Leclerc qui vient d'accomplir une marche de 2400 km depuis le Tchad. Derrière la ligne Marette, après un long repli, l'armée de Rommel s'est retranchée. Les Allemands disposent de 15 divisions commandées au nord par le général Nering, qui sera remplacé par le général von Arnim. Et pas des troupes d'amateurs, mais des vétérans aguerris qui ont fait la Pologne et la France. Renforcés par 7 divisions italiennes, ils sont équipés d'armements les plus récents, y compris les derniers modèles de chars et d'avions de combat. Les ordres allemands sont tenir la Tunisie à tout prix, garder le contrôle de la Méditerranée. Rommel, arc-bouté derrière la ligne Marette, devine qu'il sera bientôt pris à revers par les Alliés, groupés de l'autre côté de la Grande Dorsale, ainsi que par la 8e armée à Marette même. Il décide donc d'attaquer le premier pour déjouer la menace. Le 14 février 1943, il prend l'offensive. Des colonnes lourdement armées attaquent le col de Faïd et s'emparent de Sidi Bouzid, infligeant aux forces blindées américaines une défaite sévère. Devant cet assaut, les Alliés sont contraints de se replier avec de lourdes pertes. Le 21, l'ennemi se ferait un chemin par le col de Kasserine et ses colonnes blindées avancent sur 3 fronts. La colonne la plus importante vise Tébessa, base d'approvisionnement du sud algérien. Une autre s'approche de Talla, ville clé pour les lignes de communication. Mais, à portée de main de ses objectifs, Rommel est arrêté. Les forces américaines, britanniques et françaises contre-attaquent avec vigueur. Dans le même temps, les bombardiers pilonnent les voies de communication et d'approvisionnement ennemies. La menace n'existe plus. Le col de Kasserine est occupé à nouveau et le 17 mars, l'ancienne ligne de front est rétablie. Sitôt que Rommel voit l'échec de sa poussée vers l'ouest, il essaie de lancer sans succès une attaque contre la 8e armée à l'est des Matmata. Les Allemands engagent dans la bataille leur nouveau char, Tigre. Les Britanniques un nouveau canon anti-char. « 52 chars Tigre sont détruits. À partir de là, l'initiative appartient aux Alliés. Parmi les actions qu'il est maintenant possible d'envisager contre l'ennemi, le général Eisenhower en choisit une qui assimile la situation militaire à un cylindre. Un mur occidental, les forces alliées stationnées le long de la Grande Dorsale. Au nord et à l'est, les forces aériennes et maritimes concentrées en Méditerranée. Les ports maritimes de Tunis et de Bizerte serviront de soupape d'admission par laquelle les troupes ennemies qui ont échappé aux attaques dévastatrices des avions et des sous-marins basés à Malte s'engouffreront dans le cylindre. Au fond du cylindre,
Il y a la puissante 8e armée britannique qui sert de piston et qui, de son mouvement ascendant, va repousser l'ennemi vers un espace toujours plus réduit dans les hautes collines à l'ouest de Tunis et de Bizerte. La prise de ces dernières constitue un élément clé de l'opération. Ces collines constituent en effet la bougie qui, lorsque le piston aura mis l'ennemi sous haute pression, fera exploser la masse combustible. C'est l'objectif final de l'action à entreprendre. Pour réussir, une coordination parfaite entre les forces terrestres, maritimes et aériennes est nécessaire. L'armée de l'air du nord-ouest africain est divisée en 5 principaux groupes, dont 3 de combat. La force aérienne stratégique, sous le commandement du général Doolittle, des géants, des bombardiers à long rayon d'action qui pilonnent sans cesse les bases et les navires ennemis. La force aérienne côtière est dirigée par le général Lloyd. Elle protège les ports et les convois de jour et de nuit. Et enfin, la force aérienne tactique, issue d'une nouvelle conception de la puissance aérienne, mise au point par les Britanniques au Moyen-Orient. Tous les chasseurs et les bombardiers britanniques ou américains sont placés sous commandement unique, de sorte que des frappes puissent être assénées où et quand il le faut, avec toute la puissance des forces réunies. C'est le général Cunningham qui commande cette force et le général Alexander toutes les troupes au sol. Ils vivent et travaillent côte à côte dans un campement des montagnes tunisiennes. Cette étroite association sera la clé de la victoire ultime. Vers le milieu du mois de mars, tout est prêt. C'est au général Cunningham qu'il revient d'effectuer le premier pas. 24 heures durant, la ligne m'arrête est pilonnée par les bombardiers. Puis, le général Alexander ordonne de mettre le piston en mouvement. Montgomery, lui, prépare cette bataille depuis 3 mois. Il a décidé de frapper après un tir de barrage sous un clair de lune, comme à El Alamein, pendant que d'autres troupes avancent pour contourner l'ennemi sur sa gauche. Le front d'attaque doit traverser les gorges de Wadi Zigzaou. Il faut vite créer une tête de pont qui permette aux chars et à l'artillerie de traverser le Wadi avant que l'ennemi ait le temps de lancer une véritable contre-attaque. 3 jours avant l'attaque, il se met à pleuvoir à torrent. Le lendemain, les hommes combattent avec acharnement. Seuls 4 chars ont pu traverser, mais grâce à eux, l'infanterie réussit à tenir la tête de pont. L'ennemi, craignant un nouveau El Alamein, retire ses blindés d'autres secteurs pour les jeter dans la bataille.
Les attaques de la 8e armée qui ont commencé le 20 mars s'achèvent par un succès grâce à un mouvement débordant à travers 240 km de désert entrepris par les Néo-Zélandais du général Freyberg en direction d'El Hamma. La force, elle, du général Leclerc prend part à cette brillante action. Les Néo-Zélandais atteignent El Hamma le 26 mars. Le 27, la ligne Marette est enlevée. Le 30, Gabès est pris. Mais Rommel, le renard du désert, a échappé à l'encerclement. Le piston se met en mouvement grâce aux exploits des sapeurs sud-africains qui construisent des routes. Les forces navales et aériennes lâchent bombes et obus tout au long du front maritime. Les avions de combat tirent sur les avions de transport allemands qui continuent à déverser des hommes par la soupape d'admission. Les avions ennemis tombent du ciel par dizaines. Au centre, une division française commandée par le général Velver, qui sera tué au cours des combats, s'empare le 8 avril du col d'Ain Djeloula. Au sud, les Américains percent à El Guettar et à Maknassi. Le 7 avril, une patrouille américaine de chars légers qui avançait vers l'est rencontre des patrouilles de la 8e armée britannique qui avançaient vers le nord. Ça nous a vraiment fait quelque chose de rencontrer ces gars. Ils avaient fait 3200 km sans jamais arrêter de se battre. Ah ouais, ça nous a vraiment fait quelque chose. Ça, ce sont les gars qui ont cassé les reins à l'Africa Corps. Et le piston continue son travail sans relâche. Le 11 avril à Kairouan, le 12 à Sousse et le 20 avril, après exactement 30 jours de combat et de poursuite, la 8e armée a chassé l'ennemi dans les collines au-delà d'Amphidaville. Et sur leurs traces, les populations retournent dans leurs villages. La 8e armée a laissé le 2e corps d'armée américain à Maknassi et à El Guettar, loin derrière le front de bataille. Le général Alexander ordonne alors au 2e corps de progresser vers le nord et de se placer à la gauche du 5e corps d'armée britannique. Sans jamais dévier de son cap, le 2e corps accomplit en secret une marche harassante de 320 km. Les Américains disposent du 2e groupe de tabors marocains du colonel de la Tour et du corps franc du général Magnan qui vont se couvrir de gloire. Le piston a achevé son mouvement ascendant et l'ennemi se trouve sous haute pression comme prévu. Maintenant, il faut s'emparer de la bougie. Les collines à l'ouest de Tunis et de Bizerte.
La 8e armée britannique attaque à Takruna le 4 mai. Le 19e corps français du général Kultz se lance à l'assaut du Djebel Zagouan et prend pied le 6 mai sur les hauteurs au nord de la route du pont du Fas à Souaf. Le 9e corps d'armée britannique a attiré dans la plaine de Goubelat la plus grande partie de ce qui reste des forces blindées ennemies. Après 3 jours de combat, l'objectif principal est atteint. Entraîner les chars et l'artillerie ennemie dans la bataille et les détruire. De durs combats se sont également déroulés dans le secteur du 5e corps d'armée britannique et plus particulièrement dans celui de la 78e division dans la région de Tebourba. Lorsque les lignes allemandes sont enfin brisées, leurs morts gisent par centaines sur les champs de bataille. Alors que l'infanterie avance, le génie construit des voies d'approvisionnement sur les hauts des montagnes. En 14 jours, ils ont construit 25 km de route. Pendant ce temps, plus au nord, les Américains, avec l'aide des tabors marocains, percent les lignes allemandes. Le 3 mai, ils s'emparent de Mater et progressent vers Bizerte. L'artillerie américaine de longue portée ouvre l'attaque. La côte 609 est prise. Cela a coûté cher, mais c'était un combat nécessaire pour la victoire finale. Ainsi, une par une, tombent les forteresses des montagnes. Après le combat, il faut employer la ruse. Le général Alexander sait que les Allemands craignent la 8e armée. Alors il entretient cette crainte par de sévères bombardements et des attaques ciblées le long du front Montgomery. En même temps, il transfère secrètement la 4e division indienne, la 1re et la 7e division blindée de la 8e armée de Montgomery au sud à la 1re armée du général Anderson au nord, d'où partira la principale offensive. Les Alliés se sont emparés de la bougie, il ne leur reste plus qu'à faire exploser la masse combustible. C'est le moment de mettre le paquet.
Britanniques et Américains dans le ciel, avec tout ce qui peut voler. Britanniques et Américains au sol, avec tout ce qui peut tirer. Artillerie française, infanterie française, dont la Légion étrangère. Marine britannique. Tous déversent leur furie. C'est un blitz comme les inventeurs du blitz ne l'ont jamais rêvé. Le défi que les nazis ont lancé au monde libre, se battre ou se rendre, est en train d'être relevé. Le noyau dur de la résistance allemande est brisé. Les blindés se ruent en avant. Les Américains et les Français s'emparent de Bizerte le 7 mai. Les Britanniques s'élancent vers Tunis et y entrent le même jour. Le 9e corps d'armée britannique pénètre dans la presqu'île du Cap Bon et s'empare successivement d'Amamlif, de Grombalia et enfin d'Hammamet le 11 mai. Les forces de l'Axe sont coupées en 4 segments. La fin est proche. Le 13 mai 1943, par dizaines, par centaines, par milliers, elles se rendent. À pied, en camion et derrière leurs fanfares. Une des plus grandes capitulations de troupes de l'histoire moderne. Les Alliés ont perdu près de 70 000 hommes, morts, blessés ou disparus. 35 000 Britanniques, 18 000 Américains, 15 000 Français. De leur côté, Allemands et Italiens en ont perdu 5 fois plus. À la fin des combats, 15 divisions et 180 000 de leurs meilleurs soldats déposèrent les armes. L'ennemi s'est battu avec courage, mais, formés à respecter la force, il a vite reconnu une force supérieure. Et après l'avoir reconnu, il a tout lâché, d'un seul coup. C'est la fin de l'aventure africaine de l'Axe. La conséquence la plus importante de la campagne de Tunisie fut que les Allemands et les Italiens se retrouvèrent privés du gros de leurs troupes aguerries sur le théâtre d'opérations méditerranéen. Ces dernières leur manqueront cruellement pour barrer la route au débarquement prochain en Sicile, première phase cruciale du retour des Alliés en Europe.